Bonjour, bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Virage à l'Ouest, le podcast qui explore les trajectoires de vie et les tournants professionnels des Rochelais et des Charentais-Maritimes. Je suis Paul Petitjean et j'accompagne chaque jour ici à La Rochelle les personnes en quête de sens, qui se posent des questions sur leur avenir professionnel et qui ont besoin d'aide pour aborder un virage. Cette semaine, on va parler d'image, de lumière, de cadrage, de la manière dont on capte des instants, dont on observe le monde. Parce que oui, mon invité du jour est photographe. Mariage, EVJF, cliché professionnel, il peut capter chacun de vos précieux instants et si vous préférez l'autonomie, il possède une panoplie de photobooths qui n'attendent que vous. Mais le parcours de mon invité du jour commence bien avant l'appareil photo. Fut un temps où il travaillait dans le social, en tant qu'éducateur. Un métier intense, engagé et parfois épuisant, où l'on apprend surtout à regarder les gens autrement, à écouter entre les lignes et à être présent même quand il n'y a rien à dire. Cet engagement se ressent toujours dans son travail actuel puisque, au-delà de son métier classique de photographe, il s'est investi dans un projet qui lui tient à cœur et dont il va nous parler aujourd'hui. Alors comment passe-t-on du travail social à la photographie ? Est-ce qu'on change vraiment de métier ou juste de focale ? Nous allons parler de tout ça avec mon invité du jour, Jordan. Bonjour Jordan. Bonjour Paul. Comment vas-tu ? Eh ben ça va plutôt bien, je suis content d'être avec toi ce matin. Eh ben merci beaucoup de t'être rendu disponible. Alors juste avant qu'on démarre, une fois n'est pas coutume, on va... Donc comme je disais dans l'intro, t'es venu aussi, alors déjà pour nous présenter ton parcours, mais aussi parce que t'as un événement à mettre en avant aujourd'hui qui est important et je pense que c'est important qu'on le mette en avant dès le départ, comme ça tout le monde est au courant. Une exposition, c'est ça, prochainement ? Exactement. En fait, je travaille un projet d'exposition qui va voir le jour au mois de mars pour la première fois sur l'endométriose et la PMA qui s'appelle Vivre avec, se battre pour et grandir au-delà. Ok, donc c'est une expo avec des photos... Exactement, c'est une expo monochrome composée de 25 clichés qui retracent un petit peu le parcours d'une patiente quand elle a de l'endométriose et des fois doit faire appel à la PMA. Cette exposition, c'est aussi un reportage aussi un peu professionnel en prenant en photo les soignants, les paramédicaux et tout ça. Ok, d'accord. Alors, c'est quand ? C'est où ? Alors, aujourd'hui, ce projet-là voit le jour tout le mois de mars en extérieur au Jardin des Plantes, au Musée des Sciences Naturelles à La Rochelle, et les 14 et 15 mars 2026 à la Villa Nymphéa en intérieur. Il y a une table ronde qui sera organisée le vendredi 27 février, donc à destination des personnes et des patientes d'endométriose. Il y aura plusieurs intervenants, notamment tous ceux qui ont participé au projet. Donc il y aura la partie chirurgie, la partie PMA, la partie ostéo, kiné et nutrition. Ça marche, bon. C'était important à mettre en avant et puis peut-être préciser aussi que c'est pas une pub, enfin c'est quelque chose sur lequel tu m'avais dit tu ne gagnais pas d'argent. Donc Exactement. c'est une comment dire, une initiative qui est pleinement bénévole quoi. Complètement. Ça fait 2 ans que je suis sur ce projet-là et tout a démarré en fait avec mon parcours personnel en fait et j'ai voulu mettre mes compétences de photographe au service de cette cause. Ok. Eh ben écoute, du coup, ton parcours personnel et professionnel, du coup, parlons-en. Donc, comme je disais, déjà, est-ce que la petite présentation que j'ai faite, il y a pas d'erreur, tout est juste, tout correct ? c'est bien. On va juste reparler un peu de ton passé, de mes activités d'aujourd'hui. Ah, ok, voilà, mais il y a pas de problème. Alors, commençons par le début du coup. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment t'as débuté ta carrière Ok, j'ai commencé ma carrière dans le médico-social. Je suis sorti avec un bac pro service aux personnes en 2014 et dans la foulée, en fait, je suis rentré en formation de moniteur éducateur où je suis sorti diplômé en 2016 et j'ai commencé mon parcours professionnel à ce moment-là. 2020, du coup, je décide de faire une VAE d'éducateur spécialisé, avec vraiment pour but de pouvoir évoluer au sein de cette profession et de toujours avoir des connaissances. Et du coup, je décide finalement après l'arrivée de ma fille de tout changer. Et de faire quelque chose qui me permette de se concentrer un peu plus sur moi et sur ma vie de famille.
Ok. Voilà. Alors avant de parler de cette reconversion, juste l'orientation dès le départ, pourquoi le médico-social? Et ben le médico-social, tout simplement pas parce que j'étais pas très bon élève. Ok. J'étais pas très bon élève, mais en même temps, j'aimais être avec les autres et travailler, en tout cas, pour les autres. Ok. Et donc, ben finalement, d'un passé un peu général, je suis passé sur un passé, enfin sur une profession professionnelle. Et donc là, après, je suis allé en MFR et c'est là que ça a commencé. Et finalement, bah, ça m'a plu et je me suis retrouvé à m'investir dans cette voie-là. Mais initialement, j'étais parti pour faire autre chose, mais toujours en lien avec Ok. avec les personnes. Et donc tu débutes éducateur du coup directement? Alors je commence moniteur éducateur quelques temps, je crois 5 ou 6 ans. Et après, je décide de développer ma carrière et de pouvoir en fait après avoir une visée d'amélioration de compétences. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, ça consiste en quoi? Tu faisais ça dans quel type de milieu et tout ça? Alors moniteur éducateur, moi je travaillais, alors on peut travailler dans plusieurs domaines et moi j'ai fait le choix de travailler dans le milieu du handicap. Auprès de personnes donc du coup avec une déficience intellectuelle et j'ai commencé après à développer un attrait pour accompagner les personnes avec autisme. Et donc voilà, c'était une chouette expérience quand même. J'ai appris beaucoup de choses et sur les autres et sur moi. Et voilà, c'était cool. Et c'est pas. Alors du coup, ma question c'est pas tu finis l'école, donc t'es tout jeune. Ouais. Et tout de suite, tu dois éduquer, enfin accompagner des gens, alors que toi-même, bon à cet âge-là, on est encore pas sûr de la place qu'on a dans la société et tout ça. C'est pas trop dur, ouais. Non, complètement. Alors, la formation, en tout cas, permet une réelle mise au point sur soi. Moi, je sais que ces 2 ans de formation entre 2014 et 2016 m'ont fait bouger et ont fait bouger beaucoup de choses dans ma vie. Et c'est vrai que pour accompagner l'autre, il faut être clair avec soi. Ouais. Donc moi de toute façon je trouve que c'est hyper important de se faire aussi accompagner avec une thérapie juste pour pouvoir faire un point sur soi. Et moi à cette époque-là je faisais aussi j'étais aussi accompagné par une psychologue qui du coup me permettait de prendre du recul et tout sur des situations et tout ça. Okay. Donc voilà, j'ai pas été seul, les profs accompagnent aussi. La cohésion d'équipe on l'apprend aussi à ce moment-là, donc l'entraide entre les collègues, l'échange de situations vraiment permet de pouvoir sortir plus grand des situations un peu complexes. Mais finalement, d'accord. Ouais, donc pendant la formation, t'es accompagné à te connaître toi-même et enfin. Alors non, non, c'est un truc que tu as. Voilà, exactement. Ouais. Mon accompagnement, mon psy avec la psychologue, en fait, c'était voilà, c'était vraiment une démarche totalement personnelle, mais qui me semblait important pour vraiment acquérir des forces et des armes pour plus tard. Donc tu commences en quelle année à peu près le métier d'éducateur? Eh ben j'ai commencé en fait j'étais déjà majeur à la sortie du bac, donc de mémoire ça remonte un peu. Hein. Je commençais déjà par des travaux saisonniers, enfin un travail d'été et pendant les vacances où je travaillais dans les institutions. Et après je suis sorti en 2016 et dans la foulée j'ai trouvé des postes en remplacement pendant 2 ans. Ouais. Ok, donc tu naviguais un petit peu de poste en poste, quoi, ouais. En fait, c'est difficile quand on sort diplômé de trouver un poste tout de suite en CDI. Ouais. Et d'avoir, donc j'étais encore dans cette image de conformité où il fallait avoir un CDI pour réussir, etc. Ouais. Et du coup, finalement, non. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir un CDI pour réussir. Enfin, je pense, en tout cas. Après, c'est des vieilles croyances, hein, mais... Ah oui, et puis c'est des croyances qu'on nous met aussi dans la tête quand on est jeune. Oui. Complètement. Donc, moi, pendant 2 ans, j'ai acquis, enfin, j'ai pris en compétence pour dans ce métier-là, parce qu'il faut quand même avoir des billes hein, pour accompagner ces gens-là. Et donc, pendant 2 ans, voilà, j'ai bossé à droite à gauche dans diverses structures, ce qui m'a fait aussi permettre de développer mon réseau et après de pouvoir accompagner de manière plus pérenne sur un poste à long cours des personnes avec autisme. Ça doit pas être simple, ça, non, d'accompagner des personnes avec ce type de pathologie-là, non? Non, je pense que ça l'est pas. Après, pour moi, je trouve que c'est facile, bien qu'il y a des situations qui ne le sont pas. Mais vu que c'était un métier que j'aimais
et que j'aime toujours accompagner les gens. C'est vraiment aujourd'hui une de mes philosophies de vie en tout cas. Et ben je me suis jamais trop senti en difficulté. Après, forcément, quand on bosse dans le milieu, il y a des choses qui nous choquent moins et on met plein de choses en place pour accompagner la personne à se sentir mieux et pouvoir à développer ses compétences personnelles. Ouais. Mais oui, il y a des choses qui sont pas très simples. Mais après, voilà, le travail d'équipe, les analyses de pratique, la communication avec. Ouais. Enfin voilà, c'est. Oui, c'est vrai que le travail d'équipe doit être important pour sans donner travail, se soutenir et tout ça. Ouais. Sans travail d'équipe, on peut pas y arriver. Ok. Donc tu fais ça 4 ans, c'est ça? Une petite dizaine d'années. Ah ok. Parce que 2016, en fait, 2016 jusqu'à parce que là je suis photographe depuis 3 ans. D'accord, ok. Donc voilà, on va pouvoir après parler de la transition, mais ouais, j'ai été diplômé 2016, j'ai commencé en 2016. D'accord, ok. Ok, donc une petite dizaine d'années. Donc tu disais 2020, tu commences à te poser des questions, c'est ça? Exactement. Je rencontre ma femme en 2017. Et donc voilà, je déménage à proximité de La Rochelle pour qu'on puisse se mettre ensemble, et puis du coup on vit notre vie de couple, et après le projet mariage et projet bébé arrive assez vite. Et forcément, une vie de famille, ça change beaucoup de choses, et dans la vie perso que dans la vie professionnelle. Ouais. Avec une remise en question sur le sens de tout ça. Alors tu disais, tu arrives à La Rochelle, t'es d'où d'origine? Alors j'habitais en Vendée. D'accord. Et donc ma femme non, c'est pas très loin, mais elle m'a convaincu de venir sur La Rochelle. Ouais. C'est vrai que normalement la Vendée et La Rochelle, ça s'aime pas trop en général. Bon, ça dépend si on joue au palais, mais. Ok, ouais, donc alors ce questionnement-là, cette petite remise en question, du coup, elle est due à quoi? À ces projets-là, perso, ou est-ce qu'il y a aussi une remise en question sur le métier en lui-même que tu pratiquais? En fait, il y avait, c'était vraiment un mélange de tout. Moi, je sentais que je faisais ça pas forcément pour les bonnes raisons, parce qu'un travail personnel aujourd'hui, je pense qu'il est constant dans sa vie, et forcément quand on sort tout jeune diplômé, il y a des choses qui changent au bout de 6-7 ans. Et donc voilà, en prenant maturité, prenant compétence, je me suis dit ok, est-ce que c'est réellement ça que je veux faire plus tard? Et puis la charge administrative que pouvait demander le médico-social au détriment de la relation à l'autre parfois m'a grandement questionné. Donc la charge administrative, c'est-à-dire parce que quand il y a quoi comme en fait il y a des choses qui évoluent et qui ne correspondaient plus forcément à ma direction de pensée, on va dire. D'accord. Ça comme ça, c'est-à-dire que il y a des réformes qui passent et qui du coup on voit plus l'accompagnement, je pense, de la même façon, en tout cas d'un point de vue hiérarchique. Et en fait, il y a des répercussions forcément sur le terrain et pour les personnes que l'on accompagne. Donc ça me dérangeait, mais c'est pas ce qui m'a forcément motivé à partir. Après, c'était vraiment un travail personnel, et je me suis dit peut-être que j'ai besoin aussi d'autre chose. Et mine de rien, le médico-social, ça demande de travailler les vacances, les week-ends. Et quand on a une vie de famille, il y a certaines priorités peut-être à revoir. Et moi, en tout cas, j'ai voulu remettre mes priorités, en tout cas pour ma vie de famille. Okay. Bon, enfin, aujourd'hui, je suis photographe et je travaille aussi tous les week-ends, mais. oui, c'est vrai que t'as pas choisi le bon métier. Mais c'est différent. Je savais dans quoi je m'engageais, et voilà. Et finalement, je m'y retrouve beaucoup plus. Alors, il y a une question que j'ai oublié de te poser. Est-ce que t'avais un métier rêvé quand t'étais plus jeune? Tu te rappelles le petit Jordan, il rêvait de faire quelque chose? En fait, Jordan, il avait pas forcément d'idée précise en tête. Moi, j'étais curieux de tout. Donc, et en troisième, quand on te demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, c'est compliqué. Et depuis la troisième, j'ai dû changer 5 ou 6 fois d'idée. Donc, enfin, voilà. Mais non, j'étais pas quelqu'un de très scolaire, en tout cas, à rentrer dans cette case-là. J'avais plutôt l'âme à découvrir le monde. Voilà. D'accord. Ou à le prendre en photo, du coup. Ou à le prendre en photo, bien que à ce moment-là, je faisais pas du tout de photo, mais oui. Ok, donc on revient à ton changement de cap, du coup. Alors le process, il se passe comment? Donc tu commences à réfléchir, après comment est-ce que tu t'y prends? Je commence à réfléchir, et en fait je m'y prends tout seul.
Pas d'accompagnement, rien, juste de sérieux échanges avec ma compagne, enfin du coup on n'était pas encore mariés, donc ma femme, et je lui dis bah voilà, moi ça me plaît plus forcément ce que je veux faire et tout, donc on a quand même longuement échangé, donc elle a été vraiment support et c'était une vraie épaule, en tout cas pour moi à ce moment-là, et même encore aujourd'hui d'ailleurs. Et en fait, maintenant, il fallait trouver quelque chose qui faisait sens. Et j'ai toujours été plus ou moins intéressé par la photographie, de manière par passion. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas exploiter cette carte-là. Évidemment, après, il y a tout un process de formation et tout ça. La chance que j'avais, c'est que je maîtrisais déjà un petit peu les bases de la photographie. Avec la retouche photo, le cadrage, la théorie de l'appareil photo, tout ça, c'est des choses que je maîtrisais. Donc après, il fallait juste développer le côté entrepreneuriat. Ça allait être ma prochaine question, parce qu'en fait, de ce que j'ai compris, de ce qui te plaisait pas dans ton job d'avant, c'était aussi beaucoup le manque de liberté, quoi. C'est-à-dire on t'imposait des choses en haut, des gens qui n'étaient pas sur le terrain, et que toi, tu devais mettre en place en bas, entre guillemets. C'est ça. Et là, du coup, est-ce que c'était pas aussi la volonté d'être indépendant qui te titillait? Ouais. Si. Ouais, j'avais vraiment besoin d'être, j'allais dire dans mon monde, c'est pas forcément le terme, mais d'être libre de faire ce que j'ai envie de faire avec les projets qui m'animent. Aujourd'hui, dans n'importe quelle entreprise, il y a une certaine strate à redonner quand il y a un projet qui est motivé, et voilà. Et moi, j'avais envie de brûler un peu les étapes et de pas forcément attendre les choses. Et quand j'avais un projet pour accompagner une personne, j'avais envie que ça marche. Et en tout cas, et des fois, quand on te dit bah non, ça marche pas pour des raisons qui sont pas forcément les bonnes, d'ailleurs, c'est un peu frustrant. Là aujourd'hui, j'ai la possibilité de faire ce que je veux quand je veux. Quand je dis ça, je parle de projet, d'idées, d'innovation, de tester des choses et de voir si ça marche. Voilà. Ouais, donc il y a quand même un besoin de liberté qui était fort, quoi. Ouais. Et la photo en elle-même, du coup, c'est une activité que tu faisais à côté, c'est ça? Voilà, je faisais ça par passion, lors de voyages, de sorties comme ça à droite à gauche, et j'ai décidé de pouvoir essayer, en tout cas au début, de faire du reportage et de voir si ça allait marcher. Du reportage, c'est-à-dire? Et aujourd'hui, moi je fais du reportage photo, on appelle ça, plutôt que de faire des séances photos, ou quand on est sur des mariages, on appelle ça un reportage. Ok, d'accord. Voilà, c'est un événement et on gère tout l'événement en photo, quoi. Exactement, ouais. De la préparation à la livraison des photos. D'accord. Mais je veux dire, le reportage, c'est le fait de suivre une journée un peu de manière en sous-marin, de façon à capter tous les moments qui sont essentiels, en tout cas à un mariage, par exemple. Donc, ok, donc tu te fais accompagner entre guillemets par ta compagne, quoi. En gros, c'est elle qui t'a aidé dans ton process de changement de métier. Est-ce qu'il y avait d'autres choses envisagées que photographe, ou c'était vraiment l'évidence? Non, c'était les compétences que j'avais en tout cas à ce moment-là, et finalement prendre des gens en photo et de voir leurs réactions, leurs émotions, et voir ce que ça leur procurait. Ça faisait vraiment sens, et je me suis dit bingo. Ok. Évidemment, on commence avec des proches, avec des amis, de manière bénévole pour voir si ça fonctionne. Et en fait, les gens ressortaient avec toute objectivité, en tout cas, ressortaient plutôt satisfaits et contents du moment passé. Et alors, tu évoquais tout à l'heure des formations. Du coup, il y a qu'est-ce que ça nécessite comme formation? Est-ce qu'il y a des... Enfin, tu peux te lancer comme ça, je suppose, en tant que photographe, mais il vaut peut-être mieux effectivement se former. Aujourd'hui, ça peut être aussi une problématique. Donc, je pense qu'il faut être clair avec soi. Mais aujourd'hui, n'importe qui peut se lancer photographe. Il n'est pas requis de diplôme particulier. Aujourd'hui, n'importe qui peut ouvrir son numéro de siret et lancer son entreprise. C'est pour ça que ça reste aussi un message de vigilance aux personnes qui souhaitent travailler avec un photographe professionnel. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup peuvent se dire professionnels et vendre des photos qui sont pas super sympas, et beaucoup de mariés ou des fois se retrouvent déçus de la prestation. Donc moi, j'ai une formation autodidacte.
Donc comme je te disais, Paul, j'avais déjà un petit peu tout le bagage nécessaire au tout début sur la maîtrise de l'appareil photo, du cadrage et de la lumière. Évidemment, on se forme. Alors moi, je me suis formé via YouTube sur un perfectionnement en fait de mes compétences déjà acquises. Donc forcément ça donne une mise à jour de ce que je pouvais connaître. Et donc après c'est de l'essai-erreur, on teste, ça marche pas, enfin voilà. Et après c'était de le mettre en pratique. Donc c'est là où travailler avec des amis qui veulent bien être un peu cobayes au début pour faire des photos, c'est un réel coup de pouce. Voilà. Et alors, quand on se lance comme ça, comment tu t'y es pris? Tu t'es dit, tu t'es lancé du jour au lendemain, comment ça s'est passé? Quel était le process? Eh ben, ça a été plutôt long. Je pouvais pas tout lâcher en fait du jour au lendemain pour pouvoir faire de la photo et faire que ça. Donc pendant 2 ans, il y avait une double activité. Donc je faisais mon activité de duc et en parallèle j'avais mon activité de photographe. Donc pendant 2 ans j'ai fait ça au détriment de week-ends, de temps passé en famille et c'était plutôt long jusqu'à ce qu'à un moment donné moi je dis stop. Je dis stop sur et la charge mentale et l'impact que ça pouvait avoir dans ma vie de famille. Donc en fait, la double activité permettait vraiment d'avoir un salaire fixe pour pouvoir assurer les charges de la maison et de la vie de famille. Et après, j'avais vraiment la deuxième activité, donc l'activité photo, qui du coup en transition pour développer cette partie-là. Ça marche. Et du coup, à un moment donné, je disais stop, parce que du coup, un travail de photographe, il y a de la prise de vue, mais il y a surtout beaucoup de travail après. Et ce que je peux faire aujourd'hui dans la journée, je me le retrouvais à l'époque à le faire jusqu'à 1 ou 2 heures du mat devant la télé. Okay. Voilà, donc. Et puis c'est vrai que charge mentale en plus, t'as la charge mentale donc de faire pas mal de choses, mais t'as aussi la charge mentale parce que le métier d'éducateur, c'est un métier qui en termes de charge mentale doit être bien épuisant aussi, non? Tout à fait. Ouais, donc c'est pour ça que je dis que ça a été long et qu'à un moment donné j'ai dit stop, et parce que le jour où j'ai dit stop, c'est que je savais que ça pouvait fonctionner. Est-ce que ça fait aussi partie de ton process? De ta réflexion dans le fait de te réorienter, ce côté, on voit des cas qui sont très difficiles, c'est compliqué d'accompagner des gens sur le long terme et tout ça, ou pas vraiment? Le côté éducateur avec la charge mentale de devoir aider les gens qui sont dans des situations pas faciles, quoi. Je pense vraiment qu'en formation on nous apprend à prendre du recul sur les situations et que les situations qu'on peut vivre au quotidien on sait prendre du recul dessus. Okay. Après la charge mentale elle est multifactorielle donc ouais. C'est intéressant ça, prendre du recul. Comment on fait pour prendre du recul quand on a un cas compliqué dont on doit s'occuper? Est-ce qu'il y a des techniques ou pas? Je pense qu'il faut développer cette compétence déjà. C'est une compétence vraiment à développer. Et comment c'est compliqué ça. Comment c'est une grande question, je sais, il y a pas vraiment de technique. Ça dépend de la personne. Déjà, je pense que pour faire ce métier-là, n'importe qui ne peut pas le faire. Il faut être en capacité de mettre un petit peu ses émotions de côté et de mettre sa casquette d'éduc pour vraiment aller sur le terrain. Et puis essayer de ne pas trop prendre les choses à cœur. Alors c'est facile à dire comme ça, mais oui, il faut exactement. Faut se dire que mais après, il y a tout un tas de choses qui est mis en place dans les institutions, notamment tout ce qui est analyse de pratique, les réunions d'équipe où voilà, on se donne des objectifs, des projets, on peut en discuter. Et c'est pour ça que en fait, on peut pas travailler seul, on peut travailler en équipe. Oui, c'est pour ça que l'équipe est importante, quoi. L'équipe complètement. Ça permet un soutien. Exactement. Ouais, ok. C'est bien de travailler seul aujourd'hui. Enfin, je compare avec mon activité actuelle, mais de travailler à plusieurs, c'est quand même plus riche et c'est vraiment important. Donc c'est aussi un petit peu le côté un peu sombre de l'auto-entrepreneuriat, c'est que c'est chouette, on est tout seul, on mène les projets qu'on a envie de mener, mais on se retrouve un peu seul. Alors c'est un petit peu comment se faire aider, accompagner, un petit peu comme dans le médico-social. Et après il y a plein de choses qui existent aujourd'hui pour ce type de profil. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors revenons-en du coup. Donc tu te lances dans le monde de la photographie. Moi j'ai une question parce que c'est un milieu qui est ultra concurrentiel.
Oui. Enfin, tu tapes photographe La Rochelle aujourd'hui sur Google, t'as le choix entre moult acteurs, des dizaines et des dizaines. Comment est-ce que... Alors déjà, première question, tu débarques dans un milieu comme ça, tu le sais que le milieu Oui. il est comme ça déjà, Ouais, dès le ouais. départ, ouais. Oui, j'ai fait une vraie analyse en tout cas. J'ai Ouais. regardé à peu près quel professionnel était déjà sur place et tout ça. Après, mon idée, c'était pas d'arriver en mode concurrent. Ouais. J'ai vraiment eu ce que j'ai fait de toute façon, c'est que j'ai écrit, enfin j'ai envoyé des messages en fait à pas mal de professionnels. Donc certains l'ont lu, certains n'ont pas répondu Ouais. et d'autres ont été bienveillants. Et moi, c'est grâce à ces gens-là, en tout cas, ceux qui ont été bienveillants et qui m'ont dit, bienvenue, il y a du travail pour tout le monde. Par contre, faut faire tes preuves. Et en fait, ils m'ont accompagné, m'ont donné des tuyaux, des conseils, et c'est pour ça que je dis que c'est bien d'être seul, mais c'est bien de ne pas l'être aussi. Ok. Aujourd'hui, être photographe, c'est aussi un maillage, un réseau. Moi, je suis sur plusieurs, je suis sur 2 ou 3 groupes sur WhatsApp, Facebook et tout ça. Et quand on a un doublon de date ou une problématique, ça permet aussi d'avoir un petit coup de main. Donc en fait, il y a beaucoup de concurrents, mais on travaille aussi souvent ensemble. Ça dépend après la philosophie de chacun. Oui, il y a quand même du partage entre chaque, enfin peut-être pas entre chaque, mais il y a quand même du partage entre les professionnels de ce métier-là, quoi. Alors d'abord, on se sert. Ouais. Et après, on peut dire, c'est très imagé ce que je dis, mais chaque photographe se débrouille à trouver sa prestation. Ok. Ensuite, s'il y a un couple ou une personne qui souhaite une séance photo et qu'on n'est pas dispo, c'est de donner cette date à un autre professionnel où le style de la personne du client correspond à à la volonté du client. Alors, donc milieu très concurrentiel. Comment on fait pour essayer de se démarquer un petit peu du lot, du coup? Il y a deux façons possibles. Soit on se spécialise dans un domaine, soit on se spécialise dans plusieurs domaines. Ouais. Moi, j'ai fait le choix de me fermer aucune porte. Donc, je travaille aujourd'hui aussi bien pour la famille que le professionnel. Ok. Dans la famille, je fais tout ce qui est séance famille, séance couple, séance grossesse, séance naissance. Pour le professionnel, je fais du reportage. Ouais. Pareil, dans l'idée de mettre en valeur l'artisanat du professionnel. Et après, j'ai développé le photobooth à côté. Alors, photobooth, du coup, donc que t'as fait toi-même? Exactement. Ouais. Alors oui et non. Alors mes bornes sont faites maison. Elles sont surtout faites en collaboration avec un ami qui est ébéniste. Ok. Et qui est du côté de La Rochelle. Donc moi le photobooth, je voulais pas acheter une borne déjà ça coûtait extrêmement cher. Je voulais pas acheter une borne métallique, froide et complètement intemporelle. Je voulais quelque chose de chaleureux qui donne envie. Ouais. Et donc je suis allé voir mon ami, je lui ai dit voilà, j'ai ce projet là, est-ce que tu veux bien me suivre, et en fait on a taffé le projet ensemble. On a commencé par faire une première borne qui du coup s'est retrouvée à être vite prise par mes prestations, parce que c'était un outil que je mettais à disposition en tout cas sur les personnes que j'accompagnais sur mes mariages et autres événements, et en fait la demande a été quand même assez forte, et cette année, début d'année 2025, j'ai fait le choix d'en faire une deuxième. Et la demande est toujours aussi forte. Après, j'aime bien développer mes compétences et toujours faire preuve d'innovation. Et je vais aller plus loin dans cette démarche avec la création d'une marque qui du coup permettra de louer et de mettre en vente des photobooths aux professionnels et événementiels. Donc avec comme éthique un travail local, artisanal, pensé et fait sur mesure. Ok, d'accord. L'idée aussi, c'est aussi de proposer de la location longue durée aux entreprises. Donc ça, c'est une option que je propose là depuis quelques mois. Il y a des entreprises qui sont intéressées, donc je pense aux entreprises d'Action Game, où on peut faire
de escape game ou des jeux d'entraide, et ce type d'entreprise peut être intéressé pour avoir un photobooth et avoir une photo pour immortaliser un événement pour un client. Okay. Donc voilà, c'est le genre de personnes aujourd'hui avec qui donc t'essayes un peu de démarquer un petit peu en proposant d'autres choses que de la photo classique. Exactement. Ouais. Et je pense aujourd'hui, en tout cas ma volonté, c'était de pouvoir faire tout ça pour aussi avoir une source de revenus diversifiée. C'est très compliqué en tant que photographe, en tout cas d'avoir, selon moi, si on fait toujours la même chose, ça peut être relativement vite complexe d'avoir une source de revenus. Aujourd'hui, le fait de proposer plein de services, tout en restant dans le même domaine et dans cette expertise, permet aujourd'hui de pouvoir proposer des solutions à plusieurs personnes et à toucher plus de public. D'accord. Donc, tu vois, je te parlais de professionnels ou de particuliers, aujourd'hui, je touche tous les éventails. Ok, donc ça c'est pour aujourd'hui. Alors juste un petit flashback. Donc quand tu te lances dans ta nouvelle activité, je suppose que comme tout un chacun qui se reconvertit ou qui change de métier, tout n'a pas été rose. Quelles sont les difficultés que t'as rencontrées sur ton parcours? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été plus compliquées que d'autres? J'ai pas forcément ressenti de difficulté parce que c'est quelque chose que je fais vraiment à 300% aujourd'hui. La difficulté qui peut être aujourd'hui un peu problématique, c'est forcément de travailler les week-ends. Mais c'est aussi la contrepartie de cet épanouissement actuel. Donc il y a toute une réorganisation familiale autour de ça et c'est pour ça que encore une fois je dis que ma femme est une réelle épaule pour moi aujourd'hui. Elle m'accompagne et me donne aussi source d'inspiration dans ces projets-là et sans elle aujourd'hui en tout cas je pourrais pas être le photographe que je suis en tout cas. Ok, on revient sur ce truc-là dont on a déjà parlé dans plusieurs épisodes. Hein. De toute manière, c'est important pour tout le monde de bien s'entourer et d'avoir des personnes et une épaule sur lesquelles se reposer, quoi. Ouais, c'est. Ouais, c'est pour ça c'est bien d'être seul, mais ne faut pas l'être non plus de trop. Ouais. Faut être accompagné. Ouais, tout à fait. Tu parlais d'épanouissement aussi là tout à l'heure là. Tu dirais que t'es plus épanoui que dans ta première partie de carrière? Oh ouais, carrément. Il y a pas photo. Est-ce que tu saurais nous expliquer du coup qu'est-ce qui fait que t'es plus épanoui qu'avant? Comme je disais tout à l'heure, j'ai inversé un petit peu mes priorités. Et aujourd'hui, ma priorité, c'est ma vie de famille. Donc, le fait d'avoir sa fille tous les mercredis, par exemple, c'est juste trop bien. C'est des moments que je voulais pas rater. Donc, ça, c'est quand même un gros point positif, le fait de pouvoir être avec sa vie de famille quand on le veut, quand on le souhaite. En tout cas, dans l'organisation, hein, bien évidemment. Ça, c'est quand même quelque chose qui me fait du bien. Ouais, donc c'est de pouvoir aménager ton emploi du temps comme en fonction de tes priorités, quoi. Ouais. C'est ça. Et il y a vraiment après je vais reparler de ma fille, mais il y a quand même beaucoup d'étapes que j'ai pas envie de louper. En tout cas, et en tout cas, son enfance, c'est quelque chose que je veux pas louper, c'est quelque chose que je veux vivre pleinement, et parce que la voir sourire, c'est trop bien, et de partager du temps avec elle et avec ma femme, c'est des choses qui sont riches. Et en tout cas, c'est sûr, c'est que ça peut être des fois une vraie galère financière quand on est à son compte, mais je crois que ça, c'est la plus belle des richesses, c'est d'avoir sa vie de famille. Voilà. Alors moi venons-en du coup parce que je pense qu'on parlait de se distinguer aussi tout à l'heure, de se trouver sa patte et tout ça. Ce côté tu m'as parlé donc des photobooths et de la marque que tu vas créer, mais ce côté l'exposition dont on parlait tout au début là, c'est aussi une manière de comment dire de distinguer par rapport aux autres, c'est ça, ou alors est-ce que c'est un projet Pas du tout. Quand on est photographe, il y a aussi une part de sensibilité qu'il faut avoir, sinon on n'est pas un bon photographe, je pense. Pour retranscrire à l'image, il faut savoir capter ce que l'autre procure, nous procure. Ce projet d'expo, en fait, vient aussi toucher ma sensibilité, tout simplement parce que ma femme a l'endométriose et notre petite, on l'a eu via la PMA. Donc, il était important pour moi, et en tout cas, ça faisait sens dans mon développement personnel de pouvoir mettre au profit mes compétences de photographe à cette cause.
Et moi, l'idée, c'était vraiment de pouvoir apporter une sensibilisation et de pouvoir mettre en lumière ce qu'on ne voit pas forcément. Donc voilà. La question aussi par rapport à cette exposition-là, c'est qui me vient à l'esprit, c'est le côté engagement dans le sens mettre en avant une cause. Tout à fait. Donc que t'avais un petit peu que t'avais quand on est éducateur et qu'on accompagne des gens qui sont dans des situations pas faciles, il y a un côté engagé, on essaie de rendre le monde meilleur, on essaie de les faire s'élever, etc. Est-ce que cette exposition-là te permet aussi d'avoir cet engagement-là pour une cause que sur un métier de photographe classique on ne trouve pas forcément quoi quand on va faire des mariages ou quoi, il n'y a pas une cause un petit peu plus grande que le mariage en lui-même. Oui. Est-ce que ça te permet de retrouver cet engagement pour une cause? Eh ben oui, bah c'est compliqué déjà de toute façon quand on est un homme par le biais de parler d'endométriose parce qu'on n'est pas directement concerné. Donc je voulais aussi montrer que même si on a un homme et que on a une femme qui est atteinte d'endométriose, on est aussi concerné par le sujet à échelle différente bien évidemment, mais il était important de pouvoir faire preuve d'accompagnement, de soutien et dans ce cas-là. Et donc moi, de par ma voix d'homme, je voulais vraiment montrer que et voilà, d'avoir ce côté de sensibilisation auprès des autres et que en fait qu'on soit homme ou femme, couple ou professionnel, on a vraiment quelque chose à dire à ce sujet-là. Ouais, ok, c'est une manière aussi, oui, parce que alors nous, toi en tant qu'accompagnant de personnes qui a cette pathologie, tu ne ressens pas les douleurs et tout, mais c'est aussi du coup ta manière de la mettre en image, quoi, de la. Exactement. Il y a en fait quand on est avec une femme qui a de l'endométriose, il faut savoir que il y a des problèmes hormonaux, pardon. Il y a tout un problème ou des difficultés autour de l'intimité, la logistique aussi quand on a divers rendez-vous à faire sur des territoires, quand il faut sortir de la Charente-Maritime et qu'on a vite 1h30, 2 heures de route, il y a toute une organisation autour de ça. Moi, en tout cas, ma volonté, c'était jamais de laisser ma femme seule. J'ai toujours pris en fait mes dispositions des heures ou des journées pour accompagner ma femme à Bordeaux quand elle avait des examens à faire pour ses examens de santé. Ok. Ouais, donc c'est encore, on en revient à ce truc de être présent, quoi. L'accompagnement, c'est aussi être présent. Tout à l'heure, je disais dans mon intro, même quand il y a rien à dire de spécial, c'est juste être présent, quoi. Et tout à fait. Ouais. Mais tout à fait, mais moi j'ai toujours été, en tout cas j'ai toujours essayé d'être cette épaule pour elle. Ok. Bon, après, on est deux hommes qui parlons d'endométriose, donc mesdames, voilà, si vous êtes sensibles sur le sujet, et même si vous ne l'êtes pas et que vous ne savez pas très bien d'ailleurs, je vous invite à aller voir l'exposition de Jordan, dont il vous a donné tous les détails en début d'épisode. Bon, pour en finir un petit peu, enfin en finir non, mais pour continuer un petit peu sur cette reconversion un petit peu que t'as entreprise. Donc toi tu t'es lancé parce que un petit peu besoin de liberté. Est-ce que t'as je sais pas, des petits conseils, des petits tips à donner à des gens qui seraient en période de questionnement et qui ne sauraient pas trop, qui hésiteraient un petit peu à se lancer, à faire quelque chose qu'ils aiment, une passion? S'informer, se former et être dynamique. Quand je parle de dynamisme, en fait, c'est que c'est important de pas être seul, encore une fois, et c'est d'aller dans des manifestations de personnes quand il y a des rassemblements d'entrepreneurs, par exemple, pour essayer de trouver des personnes qui ont la même idée ou le même parcours, et d'aller capter un peu l'expérience de l'autre personne pour essayer d'avoir confiance et avoir confiance en soi et pouvoir passer le cap. Il y a toujours en effet ces vieilles croyances en disant comment ça va se passer, j'ai pas de boulot stable, je suis pas salarié, comment je vais avoir mes sources de revenus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place en fait pour permettre ce changement ou cette reconversion de carrière. C'est vrai.
C'est vrai que j'en discutais dans un épisode précédent, mais on a la chance d'être effectivement dans un pays où on peut être accompagné là-dessus et financièrement. Alors ça ne dure pas 15 ans non plus, mais on a des passerelles qui sont possibles et qui sont qu'on peut mettre en place pour nous aider effectivement dans les démarches. Et donc c'est une démarche de proactivité. Tu disais s'informer aussi. Est-ce que tu peux développer un petit peu ça, c'est-à-dire s'informer, en fait, dans ce mot j'y mets plein de choses. Moi, l'information, elle est passée par la prise de contact avec différents collègues photographes, différentes rencontres que j'ai fait, poser des questions. J'ai jamais été accompagné en fait par un professionnel dit de reconversion avec un bilan de compétences. J'ai jamais fait ça. Ça aurait pu, mais j'ai pas forcément eu l'idée. En tout cas, j'en ai pas forcément exprimé le besoin. Mais moi voilà, de cette dynamique d'aller toujours vers les autres, je suis allé vers les gens et je leur ai posé des questions et j'ai toujours eu des réponses qui sont allées dans mon sens en tout cas et qui m'ont conforté dans l'idée de c'est la bonne direction à prendre. Ouais, ça permet de se rassurer quoi. Ça permet d'avoir plus d'informations. Plus on a d'informations, plus on est rassuré sur dans quoi on se lance et plus notre projet est clair. Et de toute manière, tu vois, tu dis par rapport au bilan de compétences, nous de toute manière, tout ça fait partie du process d'un bilan de compétences. Donc tu vois, t'as parlé tout à l'heure d'apprendre à se connaître et après de cadrer le projet et de s'informer et tout ça, c'est exactement ce qu'est un bilan de compétences. Donc sauf qu'on le fait en étant accompagné par quelqu'un qui aussi connaît on parlait tout à l'heure des financements, de se former, etc., qui connaît un petit peu les différentes manières de le faire. Ok, donc aujourd'hui, donc on a parlé tout à l'heure d'épanouissement. Tu dirais que là t'es à la place qui t'est due. Ouais, je suis trop bien dans ce que je fais. J'aime accompagner les gens. Encore une fois, alors j'aime pas parler de clients. Ouais. Peut-être des formations professionnelles, mais je parle de personnes que j'accompagne, en tout cas dans les mariages. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Je me vois mal en fait juste faire signer un contrat aux gens et avoir la prestation et leur livrer les photos. Non, moi j'essaie de voir vraiment ce côté accompagnement plus loin, c'est-à-dire que j'organise plusieurs rendez-vous, que ce soit sur lieu ou à domicile ou en visio pour organiser l'événement pour qu'il se fasse correctement dans les meilleures conditions possibles, de prendre en compte un peu tous les événements qui peuvent arriver dans un mariage, de prévoir des plans B. L'idée c'est de pouvoir aussi transmettre des coordonnées de collègues prestataires, en tout cas je pense traiteurs, tous les éléments en fait qui permettent à proposer un service aux personnes. Et donc moi aujourd'hui je passe énormément de temps en fait à discuter avec mes mariés, à leur proposer des solutions, des conseils. Est-ce que vous avez pensé à telle et telle situation? Ah non. Donc du coup voilà, j'essaye de voir la chose. En tout cas, photographe pour moi ça se résume pas que à prendre une photo, à la rendre et on se revoit plus. Non, je pense qu'il faut aller plus loin. Tu parlais des autres prestataires, là je suppose que ça doit effectivement beaucoup fonctionner en réseau, non? Tu connais un traiteur qui lui va t'apporter du business, toi tu vas lui en apporter, ou tu connais je sais pas une société d'événementiel ou un truc comme ça et tout à fait. Ça beaucoup marché. Tout à fait. C'est primordial, en tout cas ça a été l'une de mes activités principales quand j'ai commencé, c'était d'élargir mon réseau professionnel. Donc par le biais de rencontres, d'aller frapper directement à la porte de la personne ou à travers différents événements quand on peut se croiser, c'est de faire connaissance et voilà, de se glisser une carte de visite, de s'appeler, de se programmer un rendez-vous, de connaître un peu les valeurs des uns et des autres et de pouvoir après proposer un éventail de prestataires à un client potentiel qui du coup recherche quelque chose. Ok. Et tu parles beaucoup de mariage depuis tout à l'heure, c'est principalement ce qu'on demande aux photographes, hein, c'est les événements principaux sur lesquels tu travailles aujourd'hui. Encore une fois, ça dépend un petit peu la direction que le photographe veut prendre. Moi j'ai fait le choix de faire des reportages mariage parce que j'aime l'événementiel. J'aime le côté un petit peu émotion qui s'en dégage sur la célébration de l'amour. Donc oui, on va dire que je fais ça à 60% sur le long de l'année. Donc la saison elle est d'avril à fin septembre grosso modo, et après forcément il faut avoir une autre source de revenus. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a des séances photos qui se font tout au long de l'année, des séances famille ou des reportages professionnels, il y a la location des photobooths aussi, et là depuis l'année dernière j'ai développé la partie scolaire.
D'accord. Donc j'interviens dans des écoles pour faire les photographies scolaires. Ouais. Donc là, ça permet aussi de couvrir la fin d'année, d'octobre à décembre. Ok, c'est effectivement, ok, très bien, Jordan. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Est-ce que tu vois d'autres choses à mettre en avant? Eh ben, qu'il faut venir voir l'exposition. Ouais. Alors justement, j'allais te demander, on peut te retrouver où du coup? Alors on me retrouve sur Instagram en tapant Jordan Dumargne photographe ou Dumargne, c'est ça? Dumargne, D-U-M-A-R-G-N-E. Ou sur mon site, plus simple, jordanphotographe.com. Et voilà, donc là, à l'heure où on enregistre, aucune communication a été faite sur l'événement. Ça devrait arriver début février, donc voilà. Je pense que l'épisode sera diffusé début février. Eh ben trop bien. Donc moi jeudi j'enregistre une vidéo qui va annoncer justement l'exposition et l'idée c'est que les gens puissent venir la voir, et aussi si moi ma volonté en tout cas de cette exposition c'est de la rendre mobile et itinérante, donc si des gens connaissent des endroits où susceptiblement cette expo pourra être le sujet, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Bon, très bien. Donc sur Instagram ou sur Instagram, Facebook ou via mon site avec le formulaire de contact. Super. On peut voir tes photos aussi sur ton Instagram? Tout à fait. Ouais. En fait aujourd'hui Instagram c'est une vitrine pour un photographe. Ouais. C'est important. Ok, super. Et je te remercie beaucoup de t'être rendu disponible et d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Merci à toi. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.